ce journal de ce lundi. Le sort de l'écrivain franco-camerounais se joue cet après-midi. Le verdict du procès Charles Onana sera rendu aujourd'hui en France à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Il est poursuivi pour négationnisme du génocide des Tutsis. Sur place, les Congolais et autres Africains sont nombreux devant la cour pour apporter leur soutien à ces célèbres écrivains. On y revient dans un instant. Également au sommaire de votre journal, un sujet indien aux arrêts dans la province de l'Équateur. Il vient d'être condamné de cette province à 3 mois de servitude pénale et une amende de 1500 $ américains pour dommages et intérêts. Il est poursuivi pour coups et blessures et violations des domiciles. On y revient dans ce journal. Et enfin, une page internationale. Bachar al-Assad, chassé du pouvoir. Le président syrien a fui le pays après une offensive spectaculaire de rebelles islamistes. C'est un tournant de l'histoire qui a mis fin le dimanche dernier à un demi-siècle de règne sans partage du clan Assad. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. De petites retouches apportées dans le secteur de l'enseignement militaire des forces armées de la RDC. Plusieurs innovations viennent d'être faites au terme d'un atelier organisé au Centre supérieur militaire. Pour cette première série, seules les forces terrestres et le service sont concernés. Nicole Seseploka nous explique. Cet atelier de 5 jours a permis aux participants de proposer un canevas avec beaucoup d'innovations dans le cadre de la réforme du secteur de formation des FARDC. Dans un premier temps, la force terrestre est privilégiée avec tous ses différents services. D'autres forces suivront au cours des discussions de la commission qui sera mise en place pour enrichir ces canevas, a déclaré le colonel Mamina qui a supervisé ces travaux. Pour sa part, Madame Obia Noutou, chef de la section réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO, a félicité les participants pour avoir présenté un travail de qualité. C'est la responsabilité de l'armée d'assurer qu'on a des femmes professionnelles dans l'armée qui aussi peuvent contribuer dans ce type de travail. Dans son mot de clôture, le commandant général des écoles militaires, le lieutenant général Obed Ruba Sira, a au nom du chef d'état-major général des FARDC rendu un vibrant hommage au chef de l'État, commandant suprême des FARDC pour sa vision de bâtir une armée forte, puissante et efficace à l'horizon 2030. C'est à cela que j'appelle à tous les représentants des corps et services, à ceux qui mettent la main dans la pâte. La base logistique à sa doctrine, le corps de santé, la transmission, et donc la MONUSCO est là. Cet atelier a été rendu possible grâce à l'appui technique et financier de la MONUSCO. Je le dis au sommaire, le sort de l'écrivain franco-camerounais se joue cet après-midi. Le verdict du procès Charles Onana sera rendu aujourd'hui en France à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Il est poursuivi pour négationnisme du génocide des Tutsis. Les Congolais et autres Africains, nombreux sur place, retiennent encore leur souffle avant le jugement dernier. Tous appellent à l'acquittement de ces célèbres écrivains. On les écoute au micro de Jean Makela. Je remercie la RTNC d'être là, donc que Charles Onana soit acquitté et que les Congolais soient rétablis dans leurs droits. Pourquoi Charles Onana? Parce que Charles Onana nous défend les Congos. Grâce à Charles Onana, la vérité est dévoilée aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, la vérité historique sur les tenants et les aboutissants de cette guerre qui a fait déjà plus de 15 millions de morts. Si aujourd'hui, il devait être accusé de négationniste, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que nous, Congolais, on ne pourra plus jamais utiliser les arguments qui se trouvent dans ce livre pour dire la vérité sur ce qui s'est passé dans les années 90. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un Congolais dira que tout ça a été monté par Kagame, qui a été soutenu par des administrations étrangères pour envahir notre territoire, cet argument-là, on ne pourra plus jamais l'avancer, on ne pourra plus jamais dire que oui, ça a été un coup monté contre notre pays. On souhaite tout simplement que la justice soit faite pour Dr Onana qui, par son livre, par
tout ce qu'il a témoigné pendant donc le procès et les gens qui l'ont soutenu derrière. Et donc on voit bien qu'il a pu démontrer donc sa vérité. On voudrait bien que la justice donne le verdict, donc qu'on puisse savoir vraiment donc la vérité. Le mur du silence vient de nouveau être brisé. Le RDC connaît l'un des pires crimes contre l'humanité. Plus de 10 millions de morts, 8 millions de déplacés internes, des femmes violées pendant ces 3 décennies. Un livre, Génocide au Congo pour votre confort, de Claude Maluma, apporte toutes les preuves sur les horreurs de la guerre d'agression menée par le Rwanda. La présentation et le vernissage de l'ouvrage a eu lieu à Kinshasa, comme nous dit Rodé Panda. La RDC en guerre, elle ne peut pas se développer. Les ennemis du Congo, les Occidentaux et les multinationaux se servent de cette stratégie macabre pour continuer à assujettir le peuple congolais. Claude Maluma révèle ces désastres à travers son livre intitulé « Génocide au Congo pour votre confort » dans lequel il touche à la conscience de chacun avec interpellation pour l'autoprise en charge et le développement de la nation congolaise. L'auteur pose les problèmes et dénonce le confort à l'envers des voleurs internationaux au sein des Congolais tout en proposant des pistes de solutions. L'œuvre que nous avons présentée ici, c'est l'œuvre pour la défense de notre patrie, pour révéler les éléments et nous avons donné la solution, les solutions. Je demande à tout Congolais que nous soyons unis pour défendre la terre de nos ancêtres. Le Congo est meurtri, le Congo est devenu le théâtre du pillage. Le Congo qui était le plus grand pays est devenu le pays où tous les bandits de la terre viennent piller pour détruire l'Afrique. Nous avons aujourd'hui 15 millions de morts, c'est presque la ville de Paris. 8 millions de déplacés internes, nous avons des femmes violées par la volonté de Paul Kagame en train de nous massacrer. On nous faisait croire qu'on doit avoir peur de cet individu. Nous avons démontré dans ce livre que c'est un être humain, c'est juste un représentant de voleurs, des multinationaux qui essayent de piller, de torpiller, de détruire notre pays. C'est ainsi que nous appelons à la conscience congolaise, que tout le monde puisse être conscient que le pays nous appartient tous, comme à l'Ukraine, derrière notre pays, pour que nous défendons la terre de nos ancêtres, que nous soyons unis derrière le président de la République. Les temps forts de la cérémonie organisée à l'hôtel Sultani était l'acte de vernissage de cet ouvrage en lui souhaitant bon vent sur les marchés du livre et dans le monde de la littérature. L'exploitation artisanale de l'or à la base de plusieurs tensions dans le territoire des Wamba, dans la province de Haut-Uélé. Ces derniers jours, le gouverneur a réuni autour de lui tous les opérateurs évoluant dans ce secteur pour un dernier rappel à l'ordre. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou, déterminé à remettre de l'ordre dans le secteur de l'exploitation artisanale de l'or sur toute l'étendue de la province du Haut-Uélé, d'où cette séance de sensibilisation et de recadrage à l'intention des opérateurs évoluant dans les territoires de Wamba. Dans un échange interactif et franc, Jean Bakomito Gambou dissipe les malentendus et sur sa volonté de réglementer et redynamiser le secteur au grand bonheur des communautés locales, des opérateurs mais aussi des pouvoirs publics. Pour y parvenir, les dispositions pertinentes du code minier en vigueur doivent être appliquées, insiste-t-il. Halte à l'intox, à l'anarchie, au trafic d'influence autour de l'occupation illégale des périmètres, à la fraude, au conflit et à la politisation de toute action publique signe et persiste. Cet ancien bâtonnier, en somme, tout le monde doit s'impliquer dans l'amélioration des climats d'affaires, la traçabilité des opérations, mais aussi et surtout doit éviter que le minerai du Haut-Uélé alimente l'insécurité sous toutes ses formes. Conclut le gouverneur Jean Bakomito Gambou, dont la démarche est même bien saluée par le porte-parole des exploitants. Nous sommes au comble de la joie parce qu'on était dans une frustration très prononcée. Les spéculations qu'on avait, tout ce que les oui-dire qu'on sort à l'égard de l'autorité. On a vécu une situation contraire. L'autorité nous a accueillis à bon père. Il a répondu à nos desiderata. Il nous a promis de militer pour nos intérêts, de recadrer certaines choses auxquelles on avait des inquiétudes. Nous tenons à les féliciter et à les remercier. Que Dieu, dans les jours à venir, les comble de grâce, qu'il fasse quelque chose dans les Haut-Uélé. L'Office congolais des contrôles interpellé des boissons fortement alcoolisées continue de franchir les frontières de la province de l'Ituri alors qu'il est strictement interdit. La cour d'appel de cette province appelle l'OCC à un nouveau tour de vis des contrôles au niveau des frontières. Junior Selemani. L'importance
l'importation, la commercialisation et la consommation de boissons fortement alcoolisées sont interdites par le gouvernement congolais. Ces produits sont nuisibles à la santé humaine. En Ituri, cette décision est quelque peu foulée aux pieds. En vue de sauver la vie de nombreux habitants de cette partie du pays, Madame le procureur général près la cour d'appel de l'Ituri et d'Oxy Masouama. Vraiment appeler l'OCC à pouvoir ouvrir vraiment les yeux, à s'impliquer davantage et à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir procéder au contrôle des boissons que la population prend, de manière à ce que si cet office constate après examen d'échantillons qui ne conviennent pas, ou bien qui ne rentrent pas dans la réglementation, qu'ils puissent déjà les détruire plutôt que de le donner ou de le remettre à la population. Cette démarche de la procureure générale est saluée par l'acteur politique Luc Malembe. C'est qu'il faut un contrôle systématique de tout ce qu'il y a comme produit qui entre sur toutes ces boissons fortement alcoolisées en provenance de l'Ouganda. Il faut nous dire est-ce que ces produits sont propres à la consommation et si oui, pourquoi, sinon on arrête tout ce qu'il y a comme cargaison ici. Signalons que ce liqueur en sachet et en bocal sont visibles dans tous les marchés de la province de l'Ituri. Pendant ce temps, l'administration militaire de l'Ituri ne cesse de sensibiliser la population au bon sens. Les embouteillages interminables observés sur la route nationale numéro 1 à une trentaine de kilomètres de la ville de Matadi dans le Congo central vivent leur dernier instant. Le gouverneur de la province vient de lancer un nouveau projet ambitieux, celui de la construction d'une aire de stationnement contenant près de 1000 véhicules poids lourds. Les engorgements des embouteillages observés sur la route nationale numéro 1 trouveront bientôt une solution grâce au partenariat gagnant-gagnant qui vient d'être noué entre le gouvernement provincial du Congo central sur la conduite de son excellence, monsieur le gouverneur des provinces Grace Bilolo Kwanga et l'entreprise de construction Angfeng. En effet, ils étaient nombreux ce samedi 7 décembre 2024 sur les sites Kitadila sur lesquels sera aménagée une aire de stationnement moderne des véhicules poids lourds avant leur entrée dans la ville de Matadi. Monsieur le gouverneur des provinces Grace Bilolo qui a lancé officiellement les travaux de ces parkings modernes en présence de plusieurs autorités provinciales. Le directeur général adjoint de l'entreprise Angfang, monsieur Isaac Kazadi, a fourni plus de détails techniques sur ce qui est prévu comme travaux sur le projet. Nous sommes engagés à offrir à la province du Congo central une aire de stationnement moderne d'une superficie de 6368 m2 pouvant contenir plus de 1000 véhicules. Le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire Jacob de Mombo a souligné que l'aménagement d'une aire de stationnement des véhicules lourds de Kitadila est une bonne initiative, une des solutions qui contribuera tant soit peu à la réduction des embouteillages observés du Pompose jusqu'à dans la ville de Matadi. D'assurer une régulation des entrées dans la ville de Matadi, de favoriser la fluidité et les conditions d'un trafic aisé et sécurisé sur le réseau routier. Le réduit des embouteillages s'observe de manière récurrente en pause dans la ville de Matadi. Suivez ce que les habitants du village Kitadila pensent de ces projets. Un sujet indien aux arrêts dans la province de l'Équateur. Il vient d'être condamné par la justice à 3 mois de servitude pénale principale et une amende de 1 500 $ américains pour dommages et intérêts. Il est poursuivi pour coups et blessures et violations de domicile contre un autre sujet indien. Mimi Etaka nous explique. Tenu dans la salle d'audience du tribunal de paix de Mbandaka sur décision du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo Kamai, qui avait déclaré lors de son retour des assises des états généraux de la justice que tout le monde doit se mettre au pas pour une justice bonne et équitable. Cette affaire en procédure de flagrance contre un sujet indien, Pratab Abdas Venkata, agent de marketing de la société Prémédis, poursuivi pour violation des domiciles, coups et blessures volontaires avec préméditation à l'endroit de la victime. Rodi Omoul, gérant de la société AFB. Un autre sujet indien. Vous allez le condamner à la peine la plus forte, celle de 2 ans de servitude pénale principale. Vous allez également le condamner au fait de la présente instance et à défaut de paiement 14 jours de contrainte par corps. Le postulation civile
vous allez les allouer à juste titre, tel que sollicité par la partie civile. La sentence est tombée en ces termes. En conséquence, le condamne à 3 mois de servitude pénale principale et aux frais de la présente instance, payable dans le délai de la loi. À défaut de subir 10 jours de contrainte par corps, irrécevable et fondée, la constitution de la partie civile. En conséquence, le condamne au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de $1 500 américains en francs congolais. Cette audience qui s'est déroulée en présence du patron de l'action publique à l'Équateur, Jean Kabongo Kamaï, était présidée par le magistrat Kelende Chimini Jean-Pierre, président. Le territoire d'Idjoué de la province du Sud Kivu, désormais inscrit dans le programme Transition pour le développement inclusif de l'Est de l'RDC TRID, c'est l'une des recommandations formulées au terme d'un atelier de pilotage de ces programmes tenus à Bukavu. Le gouvernement central est satisfait des réalisations du programme de transition pour le développement inclusif de l'Est de la RDC, TRID, exécuté en consortium TOA, Agritera et Venge International dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sous financement des Pays-Bas. L'appréciation est de Daniel Epembe Moussango, secrétaire général au ministère du Plan et qui a représenté le ministre dans un atelier du comité de pilotage TRID organisé ce jeudi 5 décembre dans la ville de Bukavu. Je me permets de renouveler aux membres du comité de pilotage de ces assises mes chaleureuses et vives félicitations pour les apports divers et les résultats auxquels nous sommes parvenus. Le directeur pays des OA RDC, Timothée Rugunda, a vanté les réalisations du projet RID qui a 371 emplois avec une représentation de 16% des femmes malgré les obstacles des agriculteurs dans l'accès à la terre tels que l'accaparement et la thésaurisation des terres, les conflits fonciers et l'absence juridique de la ténure foncière coutumière limitant cet accès. À travers les contrats de météage, et là nous travaillons avec les cadastres agricoles. Le projet a aidé le gouvernement à mettre en place le service du cadastre agricole pour les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le général Romy Ekuka a demandé aux responsables du projet d'aller travailler librement dans les territoires sous contrôle du gouvernement, mais aussi de prévenir les conflits et non de venir intervenir après les pires. L'atelier d'un jour était ouvert par le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, devant les administrateurs des territoires. Les ressortissants de la province de la Tchopo apportent leur soutien au ministre de Finances, Doudou Fwamba. Ils disent qu'il est l'un des meilleurs élèves dans la matérialisation de la vision du chef de l'État. On les écoute. Face à la campagne de diabolisation orchestrée contre le ministre des Finances, son Excellence Doudou Roussel Fwamba Likoundé Biboutaï. Devant la gravité de ces propos, nous, filles et fils du territoire de Bassoko, réunis ces jours, protestons vigoureusement contre cet acharnement médiatique mené ces derniers temps contre le ministre des Finances par des chercheurs d'emploi très mal inspirés dans le seul but de les discréditer aux yeux de l'opinion. 2. Réaffirmons que son Excellence Doudou Fwamba Likoundé Libotaï, dit Pakebo, est bien fils biologique du feu Papa Albert Likoundé Libotaï, ancien secrétaire général à l'environnement, originaire du village Yalinongue, clan Yamumba, secteur de Bomengue, territoire de Bassoko, province de la Tchopo. 3. Manifestons notre soutien total et inconditionnel à ces dignes fils du pays, patrimoine national, et l'encourageons à poursuivre sans relâche les efforts salvateurs visant à assainir les finances publiques de la République démocratique du Congo. 4. Mettons en garde les ennemis de la République qui sont en réalité les victimes potentielles des mesures fortes relatives à l'assainissement des finances publiques initiées par son Excellence Doudou Fwamba. Nous leur disons que leur stratégie ne passera pas.
Clap de fin hier du dialogue de haut niveau sur le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle. Ces travaux de 2 jours organisés à Kinshasa ont débouché sur plusieurs recommandations allant toutes dans le sens d'interpeller le gouvernement congolais sur sa mission d'accompagner les victimes de guerre. Regardons. Des fortes recommandations formulées au terme de ces travaux pour interpeller d'une seule voix les gouvernements congolais sur sa mission d'accompagner les victimes de guerre. Venus au bout de leurs 2 journées marathon, ces participants dans un rapport aussi riche que nuancé appellent à la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour permettre à ces victimes d'accéder à des réparations et à une justice équitable. Opérationnaliser le cadre de concertation entre la CIAVAR, le FONAREV et l'écosystème à la fois national et international, c'est l'une des propositions formulées, a signifié François Kakese Kimaza, coordonnateur exécutif de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIAVAR. Ça aboutira à 2 choses. À se rassurer que la politique qui est nationale, qui est définie aujourd'hui, portée par le gouvernement de la République, est en phase avec les besoins des victimes. Et deuxièmement, que tous les acteurs sont fédérés et comprennent, premièrement, le besoin des victimes, c'est-à-dire aussi le besoin et l'orientation stratégique du gouvernement, et travaillent ensemble, puisqu'on se comprend maintenant et on a dialogué, et on peut évoluer et avancer rapidement et dans les meilleures conditions dans l'aide et l'appui aux victimes. Ces quelques recommandations issues de ces 2 jours du dialogue de haut niveau serviront désormais des boussoles au gouvernement congolais sur la mise en place de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Intensifier la vaccination pour lutter contre les infections invasives connues sous l'appellation de la fièvre thyroïde, c'est l'une des propositions faites au terme d'une conférence internationale tenue à Kinshasa. Plus de 134 pays du monde ont pris part à ces travaux. Chimène Kamoka. La réunion multi-acteurs de haut niveau sur les infections invasives à Salmonella typhi et non typhi ou la typhoïde a fermé ses portes le jeudi 5 décembre à Kinshasa. S'agissant de la RDC, en la concrétisation de l'engagement pays soutenu par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale Roger Kamba par l'entremise de son directeur de cabinet, Dr Romain Mouboyaï, les participants aux assises de Kinshasa venus de 134 pays, dont 24 pays africains, recommandent entre autres la poursuite des recherches scientifiques ainsi que la campagne de vaccination des enfants, adolescents et même les adultes touchés par les cas sévères en vue d'arrêter le taux croissant de la mortalité due à cette épidémie. Aujourd'hui, il a jugé bon d'inviter des partenaires d'un certain nombre de pays en Afrique au sud du Sahara qui partagent aussi les mêmes réalités pour pouvoir partager les données des activités de recherche. Mettre en place un consortium pour pouvoir continuer à discuter de cette question importante qui porte sur les salmonelloses et surtout discuter de bout en bout des solutions possibles pour pouvoir contrôler cette maladie. Au nom des participants, Dr José Mavuna Nkento, médecin-chef de zone de Kisantu, revient ici sur les prochaines étapes. Nous devons d'abord mettre le point sur la sensibilisation, la communication, pour que la population sache que cette maladie est une maladie très dangereuse. Avant de quitter la RDC, les participants ont visité l'INRB, Institut de recherche biomédicale. Et nous venons de l'apprendre auprès de notre envoyé spécial Joël Makela qui se trouve en France. Le célèbre écrivain Charles Onana vient d'être condamné par le tribunal de Paris. Il doit verser une somme de 1 000 € d'amende pour dans l'affaire génocide des Tutsis. En cas de non-paiement, il risque de faire 115 jours de détention. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal. Des travaux de construction et modernisation de plusieurs routes dans la commune de Selembao seront d'ici peu lancés. Une équipe d'experts du ministère provincial des infrastructures et un élu provincial étaient sur le terrain pour faire des prospections. Redépendant. Combat pour le salut de la population de Selembao, son fief électoral ne s'arrêtera jamais, aussi longtemps qu'il n'aura pas obtenu des solutions aux difficultés socio-économiques qu'endure cette population, difficultés causées par le délabrement de la voirie dans cette municipalité après la requête
d'interpellation contre les ministres provinciaux de Kinshasa en charge des infrastructures, Alain Chilungu, suivi de l'entretien initié par le numéro 1 des travaux publics de Kinshasa pour désamorcer cette interpellation. Aujourd'hui, il vient de dépêcher sur le terrain une équipe des experts en compagnie du député provincial, l'honorable Mahon Twene, défenseur de la population de Selembao, pour une étude de faisabilité et sélectionner les routes ou les avenues à construire. Nous demandons à la population de Selembao de garder leur mal en patience et d'ici là, les travaux de construction de l'avenue Birmanie partant des manifestes jusqu'à l'avenue Kinshasa sera construit. L'avenue presque à la partant de Louyé jusqu'à l'avenue Kinshasa et puis également l'avenue Mobutu. D'ici là, les travaux vont commencer. Aujourd'hui, on était venu faire l'étude de faisabilité avec l'équipe des ministres de l'infrastructure, M. Alain Chilungu. Avec l'implication du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et les soucis de son ministre, Alain Chilungu, de renouveler et construire la voirie de la capitale sous l'accompagnement des élus provinciaux, la population quinoise en général et celle de Selembao peut bien espérer. Et en dehors de nos frontières, Bachar al-Assad, chassé du pouvoir, le président syrien a fui le pays après une offensive spectaculaire de rebelles islamistes. C'est un tournant de l'histoire qui a mis fin le dimanche dernier à un demi-siècle de règne sans partage du clan Assad. Jacques Kabouaba et Iverson Kabouaba reviennent sur les temps forts de cette offensive. Damas est tombé. Les rebelles et islamistes radicaux ont annoncé la chute du président syrien Bachar al-Assad dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre 2024. Après une offensive fulgurante lancée depuis le nord de la Syrie le 27 novembre, les combattants hostiles au régime se sont emparés de la capitale. Bachar al-Assad a pris la fuite. En moins de 2 semaines, ces groupes armés ont donc mis fin à plus de 5 décennies de règne de la famille Assad. L'évolution du contexte géopolitique fait que les rapports de force ont changé. Iran et ses alliés d'abord sont fortement affaiblis depuis les massacres du 7 octobre commis par les Hamas sur le sol israélien. Les mouvements islamistes palestiniens soutenus par Téhéran a été largement décimé par les bombardements de Tzahal, l'armée israélienne dans la bande de Gaza, tout comme son allié libanais, le Hezbollah, dont 80% de la capacité militaire a été anéantie. Du côté de Moscou, les rapports de force n'étaient pas non plus à l'avantage de Damas. La Russie est affairée sur les fronts ukrainiens. La troisième force en présence n'est autre qu'Ankara. Cette offensive est intervenue alors que la Turquie tente depuis des mois de normaliser ses relations avec la Syrie pour obtenir le retour d'une partie des 3 millions de réfugiés syriens actuellement sur le sol turc. Iran affaibli, Russie dispersée, la Turquie à manœuvre. Le contexte international a favorisé la chute de Bachar al-Assad. Les alliés du pouvoir syrien affaiblis, les rebelles émenés par les islamistes ont dirigé leur offensive dans un contexte régional particulièrement favorable. Damas, depuis la nuit du samedi à dimanche, est désormais sous contrôle des rebelles et islamistes radicaux. À présent, nous allons faire le tour de différents kiosques à journaux pour vous parler des différentes actualités qui font la une ce lundi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazou et je reste au Fondje. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Maladie mystérieuse à Panzi, un décès et 10 nouveaux cas enregistrés en un jour. Annonce info 27.cd. Au moins 10 nouveaux cas suspects et un décès ont été enregistrés dans la zone de santé de Panzi, située dans la province de Kwango. Cette maladie d'origine inconnue continue de susciter des inquiétudes parmi les autorités sanitaires. Depuis l'apparition de cette maladie il y a quelques semaines, les autorités sanitaires rapportent un cumul de 416 cas, dont 135 décès. Parmi ces décès, seuls 31 ont eu lieu dans les établissements de soins. Kisangani, des enfants déplacés en quête de survie errent et mendient dans les rues, révèle la référence plus. Les enfants déplacés issus du conflit Mboli-Lengola, installés dans des camps dans la ville de Kisangani, vivent dans une grande précarité. Les témoins rapportent qu'ils sont dépourvus de tout, car n'ayant aucun moyen de subsistance. Ces enfants oisifs errent dans les rues de la ville et s'adonnent à la mendicité.
Panique et insécurité à gogo le jeudi 5 décembre à Mbinza Delvaux. Des heurts entre la police et les FRDC, rapporte Africa News RDC.com. 4 quartiers. Le quartier Mbinza Delvaux a été jeudi 5 décembre dans la journée le théâtre d'une altercation dangereuse entre les policiers auteurs de nombreuses tracasseries et les éléments des FRDC venus au secours des paisibles citoyens victimes de ces actes à répétition. Ce quartier, ou mieux l'avenue Lalou, a été paralysé par une présence inhabituelle des éléments des FRDC armés jusqu'aux dents à la recherche des policiers fauteurs de troubles. Sale Tonkinois, éditorial du journal Le Quotidien. L'apocalypse n'est pas loin, écrit le confrère dans la ville de Kinshasa. À la suite d'une gestion essayiste de la capitale congolaise, les conditions sont quasiment réunies pour que les Kinois vivent l'apocalypse tant vanté dans la Bible. Kinshasa suffoque. Kinshasa ploie, Kinshasa dégringole. La capitale vit désormais avec des montagnes d'immondices, des décharges polluantes, ces embouteillages burlesques au quotidien, au point que le chaos urbain se dessine bien de façon exponentielle. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabwaba Moukoumi Sedouga, réalisé par Jado Kapaï, Patrick Koba, puis la partie technique a été assurée par Mariam Oseya, Mimi Timbanzengele Bassosa, les tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 19h.